Bonjour Pierre. Bonjour un être humain. Bonjour Décoder l'écho même. Donc tu es l'heureux propriétaire de la chaîne Décoder l'écho que j'ai connue à l'occasion du Covid. Donc à la base c'était une chaîne sur laquelle tu analysais un petit peu comme son nom l'indique l'économie. Et comment ça t'est venu cette idée justement de dévier de dévier de l'économie au Covid. Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020 pour toi ? Ça a démarré un peu avant. Moi avant j'étais plutôt en train de parler d'économie, je parlais beaucoup de la réforme des retraites. Mais c'est vrai que c'était juste avant, c'était janvier, février. Oui c'est ça, j'ai fait des vidéos sur la réforme des retraites décembre, janvier par là. Et puis le sujet est tombé un peu à plat et puis je continuais de parler d'économie mais sur le devant de la scène dans les médias ça parlait absolument que du nouveau coronavirus. Je ne voyais pas Covid d'ailleurs, c'était vraiment le coronavirus chinois. Le virus chinois même. Le virus chinois, et puis avec des chiffres qui faisaient extrêmement peur où ils annonçaient en 3 mois 2500 morts en Chine. Et donc c'est là que je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire je vais faire une vidéo juste pour rappeler ce que c'est que la démographie et le nombre de morts qu'il y a dans un pays comme la Chine attendu en 3 mois quoi. Et donc pour montrer aux gens qu'il est impossible de faire peur sur un territoire comme la Chine avec 2500 morts, ça n'a pas de sens d'un point de vue démographique. Et donc je suis parti là-dessus et du coup cette vidéo ça a intéressé des gens, juste le fait d'avoir quelqu'un qui remet en face les chiffres les uns en face des autres. Donc c'est juste, je suis parti là-dessus sur le Covid, puis je me suis dit ça va s'arrêter parce que c'est trop peu quoi, c'est bidon, ça peut pas prendre. Et d'un point de vue politique, il y a personne qui va se lancer là-dessus. Donc je comptais faire qu'une seule vidéo en disant bon allez, je dis ce que j'en pense et puis basta. Et puis ça s'est pas arrêté tout de suite. Non, ça s'est pas arrêté tout de suite parce que nous voilà aujourd'hui. À l'époque ta chaîne elle avait très peu d'abonnés, au final t'étais pas très visible au final. Non, moi aujourd'hui là. Non. En fait j'ai fait une vidéo il y a quelques années qui s'appelait l'arnaque de la dette. Ouais. Du coup c'était ma première, ça avait pas trop mal marché, il doit y avoir 200 000 vues, quelque chose comme ça. Ouais, quand même. Et puis non, je devais être à peut-être début 2020, il y avait peut-être 10 000 abonnés, quelque chose comme ça à la chaîne. Donc je faisais ça, des petites vidéos de temps en temps avec quelques abonnés. Et la vidéo, donc celle-ci a commencé à faire 100 000 vues, ce qui était la première qui s'appelait l'arnaque du coronavirus qui va payer. Il y avait quand même une dimension économique à l'intérieur. Ouais. Et commençait à faire 100 000 vues quasiment tout de suite. Et ça c'était très inhabituel pour la chaîne, où même à 1500 vues j'étais content à l'époque. Et donc j'ai un peu continué à creuser le sujet. Et tu t'es dit ça intéresse les gens quoi, pour le coup. Oui mais là j'avais pas spécialement envie d'en parler, mais c'est vraiment le confinement, c'est au confinement, là nous sommes en guerre et vous allez rester chez vous machin. La part de Macron, cette stupéfaction-là, moi direct ça m'a rappelé la stratégie du choc et c'est là que j'ai sorti la vidéo qui a fait décoller on va dire la chaîne qui s'appelle Le vrai danger du coronavirus, la stratégie du choc. Ok. Donc il y a une référence à Naomi Klein en disant que ce qu'on vivait c'était un choc et que le choc c'est la manière d'instaurer un pouvoir technocratique. Et donc toi tout de suite tu t'es dit il y a une arnaque, ou au début tu t'es dit quand même ça a l'air grave, parce que j'imagine que comme tout le monde t'as vu les vidéos des mecs qui tombaient à Wuhan là, on était là, on voyait des gens tomber par terre, on se disait waouh quand même, ou est-ce que tout de suite tu t'es dit ok stratégie du choc, on nous prend pour des abrutis? Sur ce qui se passait en Chine, moi j'étais plutôt à me dire qu'on nous prenait pour des abrutis parce que les chiffres corroboraient pas les images. Enfin voilà, il y avait beaucoup trop peu de morts par rapport à soi-disant les images qu'il y avait, les soi-disant cadavres qui jonchaient les rues, les crématoriums saturés, tout ça, ça collait pas du tout avec l'histoire. Enfin voilà, même s'il y a 2500 morts en trop par rapport à d'habitude, par rapport aux 800 000 habituels, ça n'a pas de sens quoi. Donc non, là-dessus j'y croyais pas. Au moment du confinement où j'ai dit la stratégie du choc, pour moi il se passait absolument rien en France à ce moment-là, donc en fait on a dégainé avant d'avoir mal quoi de toute façon. Et ensuite en revanche j'ai douté au moment où ils se sont mis à annoncer des morts supplémentaires, morts du Covid, tout ça. Alors le 300 par jour, quand on a fait des statistiques démographiques, on sait qu'en France il décède entre 1500 et 2500 personnes par jour à peu près sur les mois de l'année, donc on fait 300, on était complètement dans les stats habituels, donc c'était ridicule. J'ai commencé à douter, à me dire il se passe quand même quelque chose quand j'ai vu les statistiques de mortalité générale monter un peu quand même. Notamment l'INSEE a commencé à sortir les résultats de manière très rapide avec un nouveau processus là où ils sortaient hebdomadairement les données avec 3 semaines de décalage, c'était nouveau.
avec un point mensuel. C'était le moment où Jérôme Salomon il arrivait tous les soirs comme le croque-mort en train de dire aujourd'hui il y a eu tant de morts. Oui, c'est ça. Ouais. Mais là, du coup, ça m'affolait pas. Je me suis dit, il se passe quand même un truc. À partir du moment où l'INSEE a remonté les décès à l'état civil, là, on a vu qu'il y en avait quand même un peu plus que d'habitude. Okay. Et on a vu la courbe monter. Là, je me suis dit, il se passe quand même un truc bizarre à ce moment-là. Alors pour le coup, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et du coup, moi, à l'époque, j'ai tout de suite pensé, parce que moi, j'étais persuadé qu'il y avait en effet des maladies virales qui circulaient, tout ça, avec cette histoire de maladie qui se répand. Et donc, ça ressemblait à un phénomène de grippe en termes de nombre de morts. Et puis donc ensuite la courbe est redescendue et en termes de total ça ressemblait fortement à les courbes qu'on a en hiver. Elle était un peu plus petite, mais sur le principe de grippe avec des gens qui mouraient à cause d'une infection. On va quand même rappeler qu'avant 2020 il y avait plus de 500 000 personnes par an qui mouraient en France chaque année. Ah oui, et ça s'appelle la démographie. Ça s'appelle juste la démographie, oui. Quand je dis c'est entre 1500 et 2500 par jour, avec des pics pendant l'hiver où il y a beaucoup plus de décès que pendant l'été, sauf en période caniculaire. Mais voilà, donc c'est bien la norme. Et donc après avril, on a vu les décès descendre et on les a vus descendre, le nombre de décès par jour assez bas, plus bas que d'habitude, ce qui montrait que les gens qui étaient morts pendant le pic, pour beaucoup, c'était des gens qui étaient en fin de vie et dont la vie s'était raccourcie. De même très très peu. Et d'ailleurs, même quand on arrive à l'été 2020, il n'y a plus aucune surmortalité par rapport à l'année précédente. On est vraiment dans les standards hyper bas. Ce qui veut dire que voilà, on a perdu des personnes très âgées à ce moment-là, mais qui étaient en écrasante majorité des gens avec une très faible espérance de vie, quoi. Ok. Alors il y a moi la vidéo sur laquelle je t'ai connu, sur laquelle je me rappelle avoir mis un commentaire parce que je trouvais ça extraordinairement cynique et drôle en même temps. C'est la vidéo où tu dis si en France, s'il y a 50 ans t'es pas mort du Covid, t'as raté ta mort. Je sais pas si tu te souviens de ça. Oui. Et j'avais réagi parce que j'avais trouvé ça. C'est là où je m'étais dit quand même qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant chez toi. Comment tu peux est-ce que tu peux revenir sur cette phrase et qu'est-ce qui s'est passé justement, pourquoi en 2020 si t'es pas mort du Covid t'as raté ta mort? Oui, c'est parce qu'on s'est mis à ne plus parler que des morts du Covid, donc en fait il n'y avait pas d'autres morts qui existaient. Et alors qu'on voit bien que sur la statistique 2020 relativement aux années précédentes, quand on standardise, c'est-à-dire qu'on compare ce qui est comparable, les morts par âge, tout ça, on voit bien qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Et donc mais on a quand même, alors ils ont quand même compté, il fallait parler que des 100 000 morts Covid à ce moment-là pendant l'année, alors que 100 000 sur 600 000, il y a quand même 500 000 morts dont tout le monde se fout, quoi. Donc voilà, et puis il fallait mettre une gerbe, etc. Il fallait avoir une pensée, une minute de silence pour ces gens-là. Et puis les autres. Et tous les autres, on n'a rien à foutre. Et donc c'est pour ça que je dis ça, et j'ai dit, mais à la fois c'est complètement cynique, et puis on est en train de mettre le focus sur quelque chose qui en fait a un non-sujet d'un point de vue sanitaire, puisqu'en fait ça n'a pas augmenté drastiquement le nombre de décès sur l'année. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est quoi ce coup de projecteur qui est mis sur un type de mort particulier sur l'ensemble, et qui sont encore une fois mais des personnes âgées qui d'habitude, selon les âges où ils sont décédés, c'est des personnes qui décèdent habituellement à ces âges-là dont on ne parle absolument pas. Donc il s'est passé un truc et où pendant l'année il y a aussi des jeunes qui décèdent de différentes manières, des gens qui ont mal vécu ce qui s'est passé, et cela tout le monde s'en fout, quoi. Ce qui comptait, c'était d'avoir été compté dans les morts Covid, et le reste Et au final il y a eu une fraude statistique, je pense que c'est quand même avéré aujourd'hui. Comment t'expliques que toi, donc qui es statisticien, tu l'as tout de suite dénoncé, et pourquoi les autres statisticiens en France ont été, je vais dire, très peu nombreux à dénoncer cette fraude statistique? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça dépend ce qu'on met derrière fraude statistique, faut vraiment définir le terme. Ce qui s'est surtout passé, c'est que personne n'a voulu appliquer les méthodes habituelles. Où en fait on standardise pour comparer ce qui est comparable, et puis on se compare à plusieurs années en arrière et pas seulement à l'année 2019 qui est un record de sous-mortalité. Donc c'est très facile d'avoir plus de morts que 2019, ça arrivera tout le temps finalement, quasiment. Enfin, il y a très peu de chances d'en avoir aussi peu, c'est vraiment hyper faible. Il y a un hiver très doux, donc il n'y a quasiment pas de pathologie entre décembre et février. Décembre 2019 et février 2020. Enfin voilà, c'est vraiment. Donc ça fait que l'année 2019 elle est hyper plate, et donc on est vraiment tout en bas. Et donc c'est une arnaque intellectuelle de comparer 2020 à que 2019. C'est un choix qui est fait volontairement pour maximiser et ne regarder en voulant absolument montrer de toutes les manières possibles qu'il s'est passé quelque chose de grave.
Donc la fraude, c'est pas une fraude où on modifie les chiffres. Les chiffres, c'est les mêmes, ils sont là. On a modifié les méthodes de comptage plutôt. Même pas de comptage, de comparaison plutôt. Choisir sa référence de comparaison, ça c'est quelque chose, du coup, on n'a pas rentré dans les standards habituels. On standardisé, comparé avec plusieurs années avec le passé. Et donc on va dire, c'est pas une triche. C'est pas une triche au vrai sens du terme, on aurait modifié des chiffres, on a plutôt fermé les yeux en refusant de regarder plus large pour vraiment rentrer, faire une analyse objective, quoi. On a refusé de faire une analyse objective. C'est plutôt ça qu'une fraude à la statistique. Alors selon toi, maintenant, ça fait plus de 2 ans que tout ça c'est derrière nous. Selon toi, pourquoi on a cherché comme ça à... Bah, ça dépend qui. On a bien vu les intérêts financiers qu'il y avait derrière à faire croire aux gens qu'il se passait quelque chose de très grave pour lancer notamment l'achat du vaccin ou dès le début, c'est-à-dire qu'on est au début de l'histoire de Covid et là on nous annonce confinement, tout ça et on sortira de cette situation que quand on aura le vaccin. C'est-à-dire qu'on attend déjà à ce moment-là et puis le truc qui arrive super vite avec des essais dont j'ai fait une certaine critique. Qui montre absolument rien, enfin bref. Et du coup, on est déjà au début en train de raconter une histoire avec quand même un projet qui est annoncé, qui est il faut vacciner le monde entier. C'est la seule solution. Et c'est la seule solution. Donc là, il y a un principe qui est évident, mais qui est politique, financier, enfin un objectif de contrôle et certainement aussi un peu d'ingénierie sociale, mais il y a en tout cas le volet politique et financier, il est évident. Mm-hmm. Et après, le fait que personne ne le dénonce ensuite, c'est ça qui est un peu plus étonnant. Mais pour l'avoir vu en interne, on a beaucoup de gens, ils sont tout à fait, on va dire, ils l'ont pas fait en participant à quelque chose de mal, mais pour la plupart des gens, il y a eu la bien-pensance et voilà, à la fois l'État nous vaut forcément du bien, donc il se passe forcément quelque chose de très grave, et surtout, il fallait protéger les autres. Et donc, pour un certain nombre de statisticiens que je connais, il y a eu le choix volontaire de choisir les graphiques et les comparaisons de façon à montrer ce qui faisait le plus peur, parce qu'il fallait protéger les gens. Donc il fallait leur montrer ce qui faisait le plus peur possible, parce que quand même il se passe quelque chose de grave, et donc il faut participer à ça en montrant ce qui était le pire. Pourtant ces gens-là, je suis désolé, ils savent faire une standardisation par pyramide des âges tout autant que toi, et du coup ils auraient pu se rendre compte qu'en fait la moyenne d'âge de décès du Covid, je crois que c'était 62 si je dis pas de bêtises. Non, c'est bien plus que ça, c'était 80 et quelques au début. 80 et quelques, ouais. C'était au-dessus de l'espérance de vie. Donc ça ils l'ont vu. Ils l'ont vu ces gens-là. Oui, mais quand même, ils étaient persuadés qu'il se passait quelque chose et donc il fallait trouver la statistique parmi l'ensemble possible pour corroborer leur croyance. Qui corroborait la croyance et en plus, globalement, la démographie c'est une matière qui est chiante, ça intéresse personne et donc là, les démographes de tous bords se sont trouvés sur le devant de la scène à condition qu'ils puissent montrer quelque chose de sensationnel. Donc en plus, il y avait une certaine pression au sensationnalisme qui fait que ils étaient contents de pouvoir passer la télé en montrant des chiffres qui faisaient peur. Et l'ensemble des articles, ils sont construits aussi comme ça, de façon à intéresser les gens. Et pour intéresser les gens, il fallait montrer les chiffres qui allaient dans le bon sens, le sens qui fait peur. Ok. Et toi du coup, quelle est ta démarche concrètement ? Est-ce que c'est une démarche de rétablir les faits, c'est une démarche de justice envers les faits, c'est une démarche de combattre justement cette présentation des faits qui est un peu dévoyée, on va dire. Quel est ton objectif à moyen long terme ? Moi j'ai démarré la chaîne parce que dans mon travail je manipulais des données économiques et puis donc du coup des statistiques économiques et j'ai bien vu en les travaillant que ce j'y découvrais c'était à peu près l'inverse du discours promu. Et donc, on ne peut pas tout faire dans le monde du travail. Et donc, je me suis dit, je vais faire une chaîne de façon à expliquer les concepts économiques et montrer les statistiques qui sont publiques en expliquant de façon à ma pierre à l'édifice de la compréhension des gens. Parce que si on est en démocratie, on ne peut l'être que si les gens sont un peu informés. C'est ça. Donc, j'ai mon travail d'un côté, mais de l'autre côté, j'explique des choses aux gens de façon à participer à l'effort démocratique qui est que il faut aller vers les gens pour expliquer les trucs. Donc, j'ai juste fait la même chose pour le Covid
où j'ai expliqué les concepts, montré comment est-ce qu'on faisait les calculs, et je suis tombé sur les résultats, et en utilisant les méthodes habituelles. Donc c'est uniquement dans cette démarche-là qui était d'expliquer aux gens. Oui, peut-être que je précise, je gagne absolument rien sur ma chaîne. C'est purement... pas mal d'insultes quand même, pas mal. Mais c'est gratuit. T'as pas payé plus cher, ouais, tu t'es fait beaucoup d'amis. C'est ça. Sur Twitter notamment. Oui, mais bon, bref, du coup, j'ai l'intérêt d'y gagner que des emmerdes, et puis surtout, je considère qu'en tant que Français, je dois quelque chose à ma nation, et donc je participe à l'effort démocratique de cette manière-là. Donc c'est ma participation, et donc voilà, espèce de dette qu'on peut avoir envers la nation dont on fait partie, moi je la remplis en faisant ça. Donc je me dis, voilà, je donne ça, après les gens ils en font ce qu'ils veulent. Mais moi j'informe, je dis les choses comme elles sont, et puis les gens prennent pas, c'est pas mon sujet, mais comme je sais des choses, et puis d'ailleurs je passe du temps en plus même pour moi, pour comprendre ce qui se passe à le faire, je le mets à disposition, et puis comme ça voilà. Ok. Qu'est-ce que... Peut-être on va finir par ça. J'aimerais bien savoir comment tu vois la suite, toi. Qu'est-ce que tu penses comment tu vois les choses dans 1 an, dans 2 ans en France, et comment toi est-ce que tu as fait ton boulot, maintenant t'as exposé les faits et t'as rempli ta mission, entre guillemets, celle dont tu me parlais, ton devoir démocratique, ou est-ce que tu penses qu'il y a encore besoin de montrer aux gens et d'éduquer justement les gens par rapport à... Oui, il y a encore besoin, et puis sur d'autres sujets, moi je m'intéresse pas qu'à ce sujet-là, d'ailleurs j'en ai fait beaucoup pendant 2 ans, parce que ça a accaparé quasiment tout notre espace de vie, ça nous a impacté sur tous les... Puis il suffit d'avoir des enfants ou d'avoir un métier particulier, pour avoir été lourdement impacté par tout ce qui s'est passé. Le fait d'avoir été exclu pendant un moment de toute sortie, pareil, des enfants brimés à cause de ça, ça n'avait aucun sens, enfin bref. Du coup, c'était aussi une motivation, et là, on vit un état de crise permanent quasiment depuis... il y a eu, même depuis presque le 11 septembre, avec la crise terroriste, etc., la crise économique, voilà, on passe de crise en crise. Là, la crise Covid, je pense, est en train de se terminer, puisqu'ils ont du mal à faire des doses supplémentaires, les gens n'ont plus envie de jouer à ça. Et du coup, on va rentrer dans une autre crise qui est la crise énergétique et une crise économique. Donc il y aura d'autres choses à dire sur d'autres sujets. Moi, je pense continuer à travailler, à proposer des vidéos quand je pense que j'ai besoin d'expliquer quelque chose aux gens, toujours de la même manière. Comment est-ce que je vois la suite ? Moi, j'ai l'impression, mais je peux me planter, que cette crise-là, elle est en train d'être terminée faute de combattants. C'est-à-dire que les gens en ont marre, et on est quand même piloté aussi par les sondages. On est piloté à la fois par des cabinets de conseil qui disent aux politiques ce qu'ils doivent faire, mais aussi par des sondages, et donc qui sont de la population d'une certaine manière. Et là, je pense que les gens en ont marre de participer à ça. Et donc on va plutôt arriver sur le volet peut-être crise énergétique et crise économique, mais là c'est peut-être plus dur, parce que si on touche à ce que les gens ont à bouffer, peut-être qu'ils se laisseront moins faire. Mais du coup, ce que nous a montré cette crise-là, c'est que pour qu'elle n'aille pas jusqu'au bout du totalitarisme débile qui a commencé à se mettre en place, on a quand même eu des lois débiles, le fait de rester debout dans les bars sans plus s'asseoir, des flics ensuite qui nous demandent de marcher sur la plage, on n'avait pas le droit de s'asseoir non plus. Les plages dynamiques. Okay. Qu'est-ce qu'on a eu comme truc bien ? Les télésièges fermés alors que les stations de ski étaient ouvertes. Oui, on a eu ça. Bref, du coup, il y a tout un tas de lois débiles qu'on puisse mettre en place, mais il y a une limite où on n'a pas été jusqu'au bout de la débilité avec le pass complet, le QR code permanent, etc. Ça s'est arrêté au bout d'un moment. Les gens en ont eu marre. Mais pour qu'ils s'arrêtent, il a quand même fallu, je pense, des voix dissidentes. C'est là où les voix dissidentes sont utiles. Il suffit de 5% de gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Je pense qu'il y a 5% de ravagés qui veulent absolument aller dans le narratif. Il y a 5% de gens qui s'opposent en disant mais nous on n'est pas d'accord avec ça. Et puis il y a 90% qui s'en fout, qui est au milieu, qui vivote entre les deux. Laissez-moi boire mon café tranquille. Oui, c'est ça. Ouais. Ça me rappelle la petite chanson. J'avais mon café là. Bref, sur Twitter. Mais oui, c'est ça, c'est la majorité des gens. Mais donc, pour que le système se grippe et n'aille pas jusqu'au bout de l'absurdité, il suffit d'avoir cette résistance active plus ou moins, avec des gens qui expriment le fait de ne pas vouloir participer. Et donc, ça suffit à gripper le système. Donc, pour l'ensemble des crises à venir, il faut continuer et on montre que voilà, c'est extrêmement important, c'est nécessaire d'avoir des gens qui refusent de participer à ça, qui expriment leur désaccord, soit de manière active, même sur des réseaux en témoignant, soit même de manière passive, mais juste en disant non, je ne participerai pas à vos conneries.
Et ça c'est nécessaire pour ne pas que le système finisse de s'emballer. Et puis je pense que c'est suffisant. On arrive à arrêter la débilité au bout d'un moment par le fait de juste d'être là et d'exprimer jusqu'au bout son désaccord, quoi. Donc je pense que c'est juste ça qu'il faut continuer. On n'a pas fini avec les crises tant qu'on aura toute la bande de dingos à la tête des différents États et des types là qui se prennent un peu pour les maîtres du monde à expliquer comment les gens doivent vivre à Davos et autres, à se taper dans le dos. Donc tant qu'on a cette clique, de toute façon, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais pour les contrer, il suffit d'être là et de dire non. Enfin, et on est largement assez nombreux, à 5% des gens, et 5% des gens qui disent non, ça grippe le système. Tu prends pas des douches froides quand même en criant « prends sa poutine » pour... T'as baissé ton chauffage, plus du tout. C'est vrai que non mais t'es vraiment un patriote, hein. Enfin patriote, non pardon, il faut plus être patriote, faut être Union Européenne. J'espère que tu... Qu'est-ce que tu penses de l'action, tiens, on va terminer là-dessus, qu'est-ce que tu penses d'Ursula von der Leyen et de la façon dont on a l'impression quand même qu'elle a fait un putsch, quoi, qu'elle a pris le pouvoir en Europe et qu'elle nous explique comment on doit se laver les mains, comment on doit se chauffer chez soi, comment on doit prendre des douches, comment on doit... Voilà, ça ressemble quand même à du totalitarisme, non? Ça ressemble, ça en a le goût. Ça en a le goût, ça a l'aspect. Ça en a la saveur, mais je suis pas du tout convaincu que cette personne-là est un quelconque fond pour dire quoi que ce soit aux gens. Je pense qu'elle répète ce que les cabinets, le petit monde dont elle fait partie, pensent profondément, à savoir qu'ils sont des êtres supérieurs aux autres, parce qu'ils ont réussi, qu'ils font partie d'une caste dirigeante, et donc ils méritent de nous dire bah oui, quoi, comment est-ce qu'on doit pisser, quoi. Ils sont jusque là, à vouloir contrôler les autres en leur donnant la bonne parole. Donc oui, elle en est certainement persuadée, mais de là à dire qu'elle a fait c'est plutôt je pense que c'est plutôt une espèce de caste qui fait un certain putsch, et dont elle n'est que la représentante, et probablement aussi creuse que les représentants qu'on a chez nous. Très bien, très bien. Bon, écoute, il y a la police qui va arriver là. Non, bah écoute, juste peut-être juste pour terminer, qu'est-ce que tu dirais aux gens, qu'est-ce que les gens peuvent faire dans leur quotidien à l'échelle locale pour lutter contre tout ça en fait? Oui, bah, je pense que ce qu'il faut faire, c'est continuer à se renseigner, à discuter avec les autres, ne pas forcément s'exclure non plus, hein. Le danger, je pense, qui guette quand on n'est pas d'accord, c'est de se trouver exclu et du coup, ou de s'exclure soi-même et de ne plus participer à la vie publique. Il faut quand même être au milieu des gens. Si jamais les non-vaccinés s'étaient retrouvés à tous partir à s'exclure totalement de la société, ils auraient disparu et voilà, ils n'auraient pas fait corps avec les autres. Donc je pense qu'il faut quand même continuer de participer à la société d'une certaine manière, mais tout en disant qu'on n'est pas d'accord avec certaines choses. Faut l'assumer, mais voilà, et puis il ne faut pas s'opposer, je pense que ça ne sert à rien de s'opposer frontalement. Je suis d'accord. Il faut discuter avec les gens. D'ailleurs, la plupart du temps, le mieux c'est de les faire parler eux. Enfin voilà. Même des gens qui seraient véhéments sur le fait de la vaccination, on demandait juste pourquoi ils se sont fait vacciner. Et de respecter aussi les gens, je trouve, de ne pas les considérer comme nous-mêmes, faut pas qu'on se considère, enfin je veux dire, autant que réfractaire à tout ça, faut pas se considérer comme supérieur à qui que ce soit. C'est-à-dire que c'est aussi la façon de... Oui, puis en plus, moi j'ai changé d'avis par exemple, donc je discuterai avec mon moi-même d'il y a 3 ans, j'aurais probablement une discussion un peu animée. C'est très bien. Donc voilà, chacun fait son chemin. Il y a des gens qui ont l'opportunité parfois de trouver une clé de compréhension. Ouais. Voilà, bon moi c'était les statistiques, elles étaient devant mon nez, et puis c'est mon métier, donc quelque part ça m'a amené à penser des nouvelles choses et puis à revoir ma façon de penser. Ça m'a pris vachement de temps d'ailleurs, même si c'était mon métier. Remettre en cause, on a parlé de la propagation, etc. J'ai bien mis 2 ans à avoir les stats sous le nez, à chercher, à comprendre comment ça marchait. Donc voilà, c'est un chemin qui est personnel, qui dépend de la sensibilité de chacun, qui dépend de ce à quoi on a été formé, etc. Et donc oui, ça sert à rien de brusquer les autres. Sur quelque chose, en plus tout ce qu'on va faire c'est les braquer. Puis comme on n'a pas la même sensibilité, le chemin de la personne en face de soi ça va forcément même que le nôtre. Donc voilà, c'est important de rester ensemble, de continuer à discuter, de se voir, mais je pense que ça sert pas à grand chose, ça sert absolument à rien d'arriver frontalement vers les gens et leur essayer un truc. Ok, écoute, merci beaucoup de la part de tous les téléspectateurs de la chaîne humaine qui, je suis sûr, se joignent à moi pour te remercier de ton travail depuis 2 ans qui est vraiment salutaire. Pour la partie statistique, pour moi, t'es le big boss. En gros, t'es la personne qui... Non, c'est vrai, hein, t'es la personne qui... Plus big que boss, ouais. Mais c'est important. Je trouve que chacun a son rôle dans sa spécialité. Pour moi, t'as vraiment été un phare dans la nuit au niveau statistique. Donc merci pour tout ce que tu fais. Et puis, n'hésitez pas à suivre son travail. Je vous dis même pas d'aller suivre sa chaîne
chaîne parce que je sais que vous le faites déjà, mais au cas où, pour ceux qui ne le suivent pas, donc la chaîne Décoder l'écho, n'hésitez pas à le soutenir, à partager son travail et à le diffuser, voilà, et à continuer justement à ne pas à faire corps avec la société, à pas se sectariser non plus, et puis voilà, à œuvrer chaque jour pour combattre toutes ces conneries, quoi. Exactement. Voilà. Si vous êtes déjà sur YouTube, n'hésitez pas à aller vous inscrire aussi sur la chaîne Odyssée parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une fermeture définitive. C'est vrai, t'as combien d'avertissements là ? Bah en fait je vivote à un de temps en temps. Un petit carton jaune là avec des suspensions, mais en fait comme de toute façon ils sont propriétaires de l'autre truc, ils peuvent virer. Oui, ils vont chercher une vidéo d'il y a 6 mois, ils sont forts. Il suffit qu'ils m'en virent 3 d'il y a 6 mois qu'ils n'ont pas touché jusqu'ici, ils les virent d'un coup et du coup ils ferment la chaîne. Bon, en tout cas pour l'instant ta chaîne est toujours active. Oui. Et puis par sécurité, donc Odyssée, Décoder l'écho. Décoder l'écho, okay. Code Bunker pour ceux qui préfèrent, mais voilà, si vous voulez continuer à pouvoir suivre cette chaîne-là, faut mieux diversifier un peu ces. Et sur Twitter également, même si tu postes rarement, mais tu postes sur tous les médias. C'est clair. Très bien. Bah, écoute, comme ça c'est dit. Merci beaucoup Pierre. Oui, merci beaucoup.